Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et précisément, on va parler de Saint-Brieuc ce matin, puisque notre invité est le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard. Il est également vice-président de l'agglomération en charge de l'économie et il soutient aussi la candidature de Raphaël Glucksmann. Voilà, nous allons parler d'Europe, nous allons parler de territoire, de ville et voilà, on va être un petit peu complet ce matin. Bonjour Hervé Guillard. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Bretagne 5. On va parler de politique, évidemment. J'avais envie de vous entendre, pour commencer, Hervé Guillard, sur les élections européennes. Enjeu important, on sait qu'il y a beaucoup d'abstention à ces élections. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que les gens aillent voter aujourd'hui ? On est à un moment de bascule du monde. Ça se joue à ce niveau-là. Les élections qu'on va trouver en 2024 sont des élections qui peuvent vraiment faire basculer le monde, notamment avec la mère des élections, l'élection américaine à cet automne, qui fait qu'à un moment donné, l'Europe peut se retrouver seule face à une autre nation agressive qui est la Russie et qui est en ce moment en train déjà d'agresser à l'est de nos frontières. Donc ça veut dire qu'en ce moment se joue le point d'équilibre qu'est l'Europe. L'Europe est un point d'équilibre dans le monde, c'est un point d'équilibre économique, démocratique, c'est un point de paix. Si nous-mêmes nous laissons rentrer l'extrême droite dans ce point d'équilibre, c'est l'ensemble du monde qui peut basculer. Et je pense que le discours d'intelligence est le discours qu'il faut envoyer à la jeunesse, qu'il faut envoyer aux gens. On n'est pas en train de discuter de protocoles ou de normes. Ça, on est capable de les régler entre nous. En ce moment, se joue un point d'équilibre et c'est nous qui le tenons. Alors avec cette guerre effectivement toujours aux portes de l'Europe, cette guerre d'Ukraine, 2 ans déjà, et une autre guerre au Proche-Orient très compliquée avec l'Iran qui a attaqué Israël, qui a répliqué, en tout cas c'est le terme employé. Est-ce qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui dans ce monde qui est quand même assez peu stable ? Les inquiétudes, c'est que ce que l'on croyait être réglé, c'est-à-dire un certain nombre d'équilibres autour de la planète, en fait, ressortent. Non, il y a de grands déséquilibres entre les nations, entre le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Des organismes comme l'ONU, qui devaient être des solutions, ne le sont pas. On a cru pendant des années que l'OMC, le commerce, était la paix mondiale, mais le commerce exacerbe finalement les concurrences entre les pays. Et des points de tension, comme des points de tension... on va dire que politico-philosophique qu'on peut trouver entre la Palestine et l'Israël devient des nœuds de tension géopolitiques mondiaux. Et effectivement, ce qui se passe là est philosophique et religieux, mais est aussi politique au sens des équilibres mondiaux. Et moi, je suis très inquiet. Alors pas par le fait d'importer ces tensions chez nous ou en Europe, mais parce qu'on sent qu'il y a une incapacité à régler entre ces conflits, entre Israël et la Palestine, et que on manque parfois un peu de courage. Ça fait quand même 40 ans, 50 ans que nous devrions pouvoir taper du poing sur la table et dire si 2 États peuvent régler cette tension-là, et on ne le fait jamais. Et quand on est lâche, on en paye toujours le prix un jour. L'Europe est-elle lâche sur ce conflit ? Est-ce que l'Europe n'a pas assez déployé de diplomatie ? On pourrait y ajouter la France. Je pense que l'Europe a toujours essayé de faire. Elle a toujours essayé de réguler ces tensions. Mais la leçon de l'histoire, c'est que la fermeté, ça permet de déclencher des choses. Voilà. Alors, en basculant du mauvais côté, la fermeté russe a créé la guerre, et nous, une fermeté démocratique aurait dû permettre de rappeler que 2 nations étaient le seul moyen de le régler, ce problème. Alors, on va dire qu'effectivement, il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent aussi en Israël, et on aurait pu imaginer un certain processus équilibré au travers d'un seul pays de nation, mais on est arrivé beaucoup trop loin aujourd'hui dans les tensions pour que ça ne puisse pas fonctionner. Donc nous défendons le fait qu'on revienne aux frontières de 47, important, très important, et qu'on le valide bien ces deux nations. C'est important parce que Saint-Brieuc est jumelé avec une ville qui s'appelle Battir, qui est sur la frontière justement. Et on était en visioconférence avec eux il y a pas longtemps, et ils nous expliquaient qu'en ce moment même, des bulldozers ont passé les frontières et envahissent cette ville historique qui est Battir. C'est-à-dire que à bas bruit, on grignote tout le temps et partout le territoire palestinien. Et forcément, le territoire palestinien va vouloir se révolter. Forcément. Donc retrouver un grand équilibre entre la Palestine et Israël, parce que finalement les peuples sont plus victimes que ceux qui les précipitent dans la guerre. Là, on a quand même un gouvernement d'extrême droite, voilà, et on ne discute jamais avec un gouvernement d'extrême droite, quel que soit le pays, et l'intelligence sociale n'est jamais au rendez-vous. Et ça exacerbe évidemment le problème.
Alors, on a une forme d'importation du conflit sur le territoire français, plus largement européen. On voit aussi des grandes peurs qui surgissent. Et on voit, vous avez prononcé le terme extrême droite, on voit aussi une résurgence, je vais y arriver, de l'extrême droite en Europe, ou en tout cas des gouvernements populistes. Est-ce que l'Europe bascule du mauvais côté ? Je ne sais pas s'il bascule. Je pense qu'on fait un focus là-dessus. Il y a très clairement une difficulté à régler, à apporter des réponses à l'ensemble des Européens qui ne se sentent du coup pas forcément représentés. Mais ça, c'est la structure démocratique de la Commission, du Parlement européen, où on sent que la voix du peuple ne s'y trouve pas présente finalement. On n'élit pas vraiment les gens qui décident à l'Europe. Et il faut changer ces structures-là. Et ça amène sûrement à cette tension-là. On est dans un moment de parcours migratoire aussi. Et dans votre identité, dans votre culture, quand d'autres cultures viennent et vous dérangent, c'est toujours difficile. Mais ça, la responsabilité du politique, c'est pas d'ouvrir les frontières totalement, c'est pas non plus totalement de les fermer, c'est de l'organiser. Le parcours migratoire, il est inévitable, il s'organise pour permettre à chacun de trouver sa place. Et ce courage-là, l'Europe ne l'a peut-être pas suffisamment. Donc, organiser le parcours migratoire, parce qu'on parle beaucoup évidemment d'immigration et on en parlera encore avec une autre immigration qui va se surajouter, qui est l'immigration climatique, puisqu'il y a des zones, on pense à l'Afrique, qui ne seront plus habitables d'ici quelques années suite au réchauffement climatique. On est en retard sur cette organisation, on est en retard sur comment penser les flux migratoires de demain. Oui, parce que il faut avoir du courage dans cette affaire. Et le courage, c'est de ne pas laisser s'exprimer la masse grondante du peuple qui souvent ne manque de ce courage-là. Donc il faut être devant, il faut parler des réalités. On n'aurait jamais annulé la peine de mort si on avait écouté la masse grondante du peuple. Non. Et il faut savoir l'organiser, il faut avoir ce courage-là. C'est une réalité européenne qui aujourd'hui doit passer par une organisation différente de la fluidité de l'intégration des migrants, c'est-à-dire que Dublin 2, Dublin 3, tout ça, ça marche pas. Il faut mieux répartir entre les différents pays, mais ça veut dire qu'il faut l'organiser. Il faut pas fermer les frontières. Si vous fermez les frontières, vous rejetez, et si vous rejetez, c'est la guerre. Et ça, c'est un horizon que je ne souhaite pas pour notre Europe. Donc nous, on n'est absolument pas pour ouvrir tout et laisser tout passer, parce que ce serait provoquer aussi des tensions. On est vraiment pour l'organiser, et c'est ce qui fera la différence au Parlement européen. On a déjà une première, j'allais dire un premier pas au Parlement européen avec ce pacte immigration qui a été voté par les députés européens. Alors certains le trouvent trop coercitif, d'autres le trouvent au contraire pas assez coercitif. Comment se situe le PS, ou plus largement les forces de gauche au Parlement ? Alors le PS, je sais pas, parce que je ne suis pas PS. Moi, je suis d'un mouvement qui s'appelle Place Publique. Alors Place Publique, on va. Voilà. Alors je dis le PS parce qu'on parle évidemment d'étiquette commune pour les élections européennes. Hein. Voilà, puis, j'ai un peu schématisé. Oui, et puis de toute façon, ce qu'il faut, les partis en France, ça ne fonctionne pas comme ça arrivé au Parlement européen. Globalement, le bloc gauche modérée avec les écologistes, nous on pense que le pacte n'est pas au rendez-vous du tout, et que ça ne réglera pas du tout ce problème. À partir du moment où vous bloquez les personnes dans le premier pays dans lequel ils sont passés, et que tout se passe là, administrativement parlant, alors que le migrant il est arrivé en France, alors qu'il est passé par l'Italie, et qu'il est toujours enregistré en Italie, vous créez un imbroglio administratif qui est la mort à petit feu de ce migrant. Il ne peut pas s'en sortir. Je veux dire, l'administration, le processus administratif est plus puissant que lui, quelque part. Il est broyé finalement dans ce processus. Et donc vous empêchez toute capacité à ce migrant d'apporter sa valeur ajoutée. Sur des territoires comme les nôtres, droite comme gauche, on pense que la valeur ajoutée, c'est intégrer, former et travailler. Et quand vous êtes dans ce processus-là, la personne, elle devient membre de votre communauté. Et je suis sûr que vous regardez autour de vous dans votre milieu professionnel. Si vous posiez la question indiscrète de savoir s'il vient, sa famille, d'un parcours de migrant, vous seriez surpris d'en découvrir plus d'un. Et vous ne le savez pas, et ça se voit pas à la couleur de sa peau. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai des noms même. Justement, aujourd'hui, il y a cette peur de l'immigration qui se cristallise en quelque sorte aussi avec des radicalisations. On l'a vu, plusieurs imams ont été expulsés de France parce qu'ils prônaient une haine de la France. Est-ce qu'il faut là aussi prendre des mesures plus coercitives pour ceux qui n'aiment pas finalement la France, le territoire français, leur dire faut partir ailleurs? Dans tout pays, il y a un pacte républicain, il y a un pacte social. On doit le respecter.
Parce que vous arrivez dans une communauté qui a œuvré démocratiquement pour faire son consensus. Vous n'avez pas à changer ce consensus en dehors des processus démocratiques. Si vous le faites, vous n'êtes plus compatible avec le pacte social et démocratique du peuple dans lequel vous voulez vous intégrer. Vous devez le respecter. Ceux qui ne le respectent pas en subiront les conséquences. Alors, soit ce sont des migrants et il peut y avoir un retour dans le pays d'origine, soit parce que c'est la loi qui s'applique et il y a une justice qui passe derrière. Maintenant, il ne faut pas se tromper. On entend souvent notre ministre Darmanin dire si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. La réalité, c'est qu'il le fait jamais. Et il le fait jamais. Pourquoi ? Parce que pour le faire, il faut des accords entre les pays. Et qu'en fait, c'est compliqué. Ces fameux délinquants restent bloqués chez nous. Donc, le progrès, c'est pas forcément de mettre plus de police sur le dos des migrants, c'est de faire respecter le fait que une personne qui est ici, qui respecte pas la loi, puisse être expulsée dans son pays d'origine. Et là, on sera un peu plus performant. Voilà, il faut discuter avec les pays en question. Là aussi, on est dans la diplomatie finalement. Oui, et dans la vaste hypocrisie, on va dire, je trouve, de la politique internationale. Moi, je passe mon temps à Saint-Brieuc à défendre des dossiers de migrants auprès du préfet. Je ne défends jamais de dossiers de personnes qui ne respectent pas la loi et qui ne respectent pas le pacte républicain. Voilà, le respect du pacte républicain. On va parler de Saint-Brieuc tout à l'heure, mais je voulais vous entendre tout de même, Hervé Guillard, sur les européennes. Et on va parler un peu de politique politicienne. C'est toujours intéressant de voir que la liste conduite par Raphaël Glucksmann, qui vient de loin, hein, les chiffres le disent, eh bien les derniers sondages la donnent quand même plutôt bien partie pour grappiller encore un petit peu de place, et elle arrive à 3 pas de la liste de Valérie Hayer qui représente Renaissance. Vous venez de loin, vous attendiez à cette progression ? En toute honnêteté, pour monter aussi haut, non. Mais moi, j'étais convaincu que Raphaël était la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Raphaël, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher du pouvoir politique partout, sur tous les c'est un député européen, c'est un Européen, c'est son élection. Il y dédie sa vie, son engagement, c'est 100% son engagement. Il a été beaucoup attaqué d'ailleurs. Et surtout en ce moment, on va dire. Donc c'est vraiment, je pense que tout le monde ressent que c'est quelqu'un d'absolument engagé sur ce combat-là, et qu'on n'est pas dans tous ces élus qui cherchent des mandats un peu partout. Par moment c'est la région, par moment c'est député, par moment c'est celui. Non, Raphaël, c'est l'engagement de sa vie, c'est l'Europe en ce moment, et c'est ça qui porte. Après, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà, on est quand même sur un niveau de politique bien supérieur à la moyenne de ce qu'on peut voir dans les médias. C'est pas quelqu'un qui refuse les simplismes. Donc, quand il vous parle avec respect mais intelligence. Et la gauche a besoin de ça. Le peuple de gauche a besoin qu'on lui parle intelligemment. Et ça, je pense que le peuple de gauche reconnaît ça chez Place Publique et chez Raphaël. Vous avez Aurore Lalucq à côté, qui est une économiste brillante. Quand elle vous parle d'économie, quand elle vous parle des solutions de financement, par exemple, du pacte de migration, elle sait de quoi elle parle. C'est jamais simpliste, mais par contre, ça vous parle à votre cerveau, ça. Ben nous, c'est ça. À gauche, on a besoin qu'on nous parle à notre cerveau, et depuis trop longtemps, c'était la petite phrase médiatique, rien, avec des gens dont l'engagement pouvait parfois être douteux sur la sincérité du mandat qu'ils voulaient obtenir, on va dire. Et ce qui fait la différence, c'est ça. Et moi, quand je dis la gauche en général, parce que tous les partis de gauche se retrouvent finalement dans cette forme d'expression. Il y a besoin d'une gauche apaisée aujourd'hui. On a vu beaucoup de critiques à l'endroit, par exemple, de LFI. Il y a besoin de cette gauche apaisée que représente en quelque sorte Place Publique. Certains, pour exister, ont besoin de conflits. Ça pose question sur leur regard sur le monde. Autant, je l'exprimais tout à l'heure sur l'international, la fermeté, elle est nécessaire. Et nous sommes des gens directs et fermes. Mais moi, je fuis le conflit, c'est inutile. Voilà, le consensus, l'accord est bien plus performant. Par contre, il faut dire clairement ce que l'on est, ce que l'on pense. Et la différence peut-être avec des forces que l'on peut trouver à l'extrême gauche, c'est que le principe de politique chez nous n'est pas le conflit. Il y a aussi cette montée du Rassemblement national. On voit Jordan Bardella crédité de 32% dans le dernier sondage en date. Alors là encore, on va prendre tout ça avec beaucoup de précautions, ça ne reste que des sondages. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai posé déjà la question à plusieurs invités ici dans la matinale, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous à gauche, cette grande montée du Rassemblement national et cette installation finalement dans le paysage politique et français plus largement européen? C'est une grande déception. La grande déception, c'était les promesses du président Macron en 2017 en disant qu'il ferait barrage à l'extrême droite. 2 mandats après, les digues se sont écroulées, il les a même pas défendues.
Je dirais que l'extrême droite a toujours été le problème de la droite. Hein. C'est d'abord leur souci à eux. Et ils l'ont tellement mal géré que c'est devenu le problème de la France en entier. Et ça, je leur en veux. C'était leur combat, ils ont joué entre eux comme ça. Aujourd'hui, l'extrême droite s'installe partout parce qu'on manque d'un discours républicain, on manque d'un discours clair sur ce qu'est être français, un peuple intelligent, ouvert, intégrateur, un peuple qui veut des normes aussi parce qu'on sait que le consensus social passe par des règles. Et ce discours, tout le monde pouvait l'entendre. Il n'était pas de droite particulièrement et encore moins d'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui, sans rien faire, l'a récupéré. Mais je pense que d'abord, la promesse initiale de 2017 de faire barrage à l'extrême droite de l'équipe Macron n'a pas été respectée. Aujourd'hui, on est dans un problème économique important avec ce déficit de la France, 5,5% de PIB, presque 1000 milliards d'augmentation de la dette. On va pas détailler tout cela ce matin, ce serait fastidieux, mais on sent quand même que la dette va beaucoup peser sur les plus précaires. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Franchement, vous avez un ministre des Finances là, qui se dit super pro, qui fait un budget et qui rate, qui oublie 20 milliards de recettes dans son budget. Quand j'en parle à mon ministre personnel des Finances à Saint-Brieuc, on se marre, quoi. C'est quoi cette équipe de techno qui arrive à rater 20 milliards de recettes dans un budget et qui 2 mois après nous dit en flûte, il faut qu'on se rattrape. Franchement, c'est une vaste supercherie, ça. Donc je rentre pas dans ce débat-là. Ils essayent de nous faire croire que il va falloir passer par l'austérité. C'est facile, l'austérité. En fait, c'est très simple. Ça permet de marquer un camp idéologique. L'austérité, c'est les pauvres. Il faut taper sur les pauvres. Par contre, aller chercher le fait que dans un moment particulier de guerre, de très grandes entreprises ont gagné un bénéfice exceptionnel, on leur en veut pas. C'est la mécanique du moment et de cette guerre. Aller taxer ça, idéologiquement, ils le refusent. Moi, je suis pas en train d'opposer les riches et les pauvres. Je dis simplement que quand vous êtes dans un moment de l'histoire qui vous permet de faire des hyper profits, parce que c'est un moment particulier, ces hyper profits doivent revenir dans la société. Et il faut donc taxer ça. Et vous les trouviez, vos 11 milliards. Donc franchement, ce sont des rigolos là-dessus. Hein. Il faut finalement un effort national de ces grandes entreprises qui génèrent de grands profits. Taxer les riches, c'est un mot un peu simple. C'est un mot un peu simple pour dire quoi? Pour dire qu'à un moment donné, il faut une meilleure répartition entre la taxation des revenus. La France et l'Europe est un des pays qui taxe le plus le travail et moins les dividendes. Il faut le dire, c'est prouvé économiquement. Personne ne peut réfuter ça. Chez nous, on taxe le travail, on taxe pas les dividendes. Il faut peut-être rééquilibrer ça. Les dividendes doivent participer de la richesse répartie pour tout le monde. Voilà. Les pauvres, ou en tout cas ceux qui sont dans la précarité, on les entend beaucoup aussi s'exprimer et dire voilà, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça marche pas, on va se tourner vers Jordan Bardella. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous interpelle? Ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'on ne sait pas leur répondre. Et donc là encore, nous à Place Publique, on a une réponse, comme je viens de vous le dire, qui est très claire. Si je prends la colère agricole, c'est parce que la PAC a été très mal négociée et que finalement, on finance les hectares et les grands groupes et on finance pas les emplois et la production écologique. Nous, on change ça. On financera plus les hectares, on va financer la production écologique et l'emploi. Et vous verrez que tous les agriculteurs seront incités à travailler en respect de l'environnement parce que c'est ce qu'ils souhaitent et qu'ils vivront mieux. Donc la gauche peut apporter des réponses. Et si on avait pu apporter ces réponses plus tôt, une bonne partie de la population n'irait pas vers l'extrême droite. Je pense que la population va pas vers l'extrême droite parce qu'ils sont fachos. Ils vont vers l'extrême droite parce qu'enfin, il y a quelqu'un qui leur dit « mais nous, on veut pas ça ». Mais nous aussi, on veut pas ça, donc c'est pas la peine d'aller partir d'un côté qui, de toute façon, est une vaste supercherie. Parce que Bardella, c'est comme le reste, c'est comme Le Pen. De toute façon, économiquement, ils tiennent pas la route. Démocratiquement, ils tiennent pas la route. Et ils iront sur des simplismes qui feront toujours payer les pauvres. Aujourd'hui, l'aspect social européen, c'est quelque chose que l'on entend aussi beaucoup. L'Europe sociale, avoir une forme d'harmonie sociale en Europe. Est-ce que ça fait partie aussi de votre programme de pousser cette Europe sociale ? L'harmonie sociale, ça me plaît pas. Parce que harmoniser les choses, c'est nier des identités et des différences culturelles. L'Europe est différente d'un pays à l'autre, il faut respecter ça. Je vais prendre un exemple. Ici, nous avons sur le territoire de Saint-Brieuc en moyenne 400 personnes qui sont éloignées, très fortement éloignées de l'emploi. On met un projet en place qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est mettre un CDI pour permettre à ces 400 personnes de revenir vers l'emploi. Aurore Lalucq est venue étudier ça ici pour essayer d'organiser un dispositif similaire partout en Europe. Similaire, ce sera pas possible.
Parce que les normes, les règles sont très différentes d'un pays à l'autre. Le tissu économique ne fonctionne pas. Par contre, le principe, l'idée même d'aller chercher quelqu'un qui est éloigné très fortement de l'emploi pour plein de raisons et de le rapprocher, oui. Ça peut être un projet européen. Mais il faut le faire différemment en fonction des pays. Donc, l'harmonie au sens culturel, évidemment, mais harmoniser au sens lycée, sûrement pas. On va parler des territoires, parce que c'est important aussi. On va se rapprocher, on va passer de l'échelle européenne à l'échelle locale. Je le disais en commençant, vous êtes maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, avec un mandat qui a vu beaucoup de choses changer à Saint-Brieuc. Seulement voilà, là encore, ça nous ramène à l'économie. On entend le ministre de l'économie, je vais vous énerver, Hervé Guillard, dire voilà, il va falloir peut-être demander aux collectivités locales de faire des économies. Ça va être compliqué ? Ah bah lui, c'est pas un champion de l'économie, hein. Donc on va dire qu'on va pas trop prendre en compte ce qu'il raconte. Il va s'occuper de retrouver ses 20 milliards, si possible en taxant pas les pauvres. Nous, on est dans une vraie difficulté financière. La ville de Saint-Brieuc était dans une difficulté financière. On a déterminé une stratégie, il y a une ligne de crête pour essayer de corriger ça, pour désendetter la ville, tout en faisant des plans d'investissement massifs dans les équipements, les écoles, les routes et ainsi de suite. C'est compliqué comme ligne de crête, hein. Mais et surtout parce qu'on a démarré au moment du Covid. Est-ce que les gens se souviennent que jusqu'en 2022, on était semi-confinés? À mai 2022, le soir, on devait tous rentrer chez nous. Ça veut dire qu'une partie de ce qu'on a voulu lancer en action politique, on a perdu 2 ans. Donc j'ai 2 ans de retard, très clairement. J'enrage avec ça, mais on court pour le rattraper. Je pense qu'on se débrouille finalement pas si mal que ça. Ça implique d'y aller fort, ça crée des tensions dans la ville pour la transformer. Mais là encore, j'ai pas été élu pour mettre un peu de vernis sur les choses. J'ai été élu pour les transformer. Et puis c'est comme ça. Et si à la fin on me réélit pas, bah tant pis. J'aurais pour moi et pour notre équipe et pour nous, on aurait eu quand même l'honneur d'avoir transformé la ville, d'avoir ramené des commerces, d'avoir redéfini des plans de circulation, d'avoir d'avoir fait des économies d'énergie, d'avoir rénové des écoles, d'avoir mis une ambiance de fête, le plaisir de vivre ensemble. On aura fait tout ça. C'est déjà pas si mal, hein. C'est déjà beaucoup de choses. Il y a aussi le foncier. On a beaucoup parlé du foncier, on a beaucoup parlé du logement aussi à Saint-Brieuc. Le logement, c'est un problème à Saint-Brieuc comme ailleurs. Vous avez lancé un plan pour essayer de rénover des logements. On en est où aujourd'hui ? Alors, 2024, j'ai permis à peu près 600 logements qui sont dans les tuyaux. C'était pas ça avant, hein, donc il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qu'on veut, mais donc ça bascule, ça revient. On a eu un petit ralentissement 2023 comme partout, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Saint-Brieuc reste un territoire attractif. On a eu pas mal de transactions immobilières, donc ce côté-là c'est plutôt bien. Moi, mon gros défi à Saint-Brieuc, c'est que historiquement la ville s'est vidée pour aller dans les lotissements tout autour, et donc on a des immeubles vides avec des logements vides insalubres. Donc depuis 2 ans, on a mis un gros plan d'action là-dessus pour recontacter chacun des propriétaires, lui donner un plan d'aide et de subvention pour qu'il les rénove. Ça marche, on le fait. Maintenant, c'est un travail de dingue, c'est un travail de fourmi. Pour passer de ces 800 logements à 400, c'est un travail fou. Mais ça fonctionne. Alors là où je suis pas content, c'est quand je découvre que certains de ces logements qu'on a aidés deviennent du Airbnb. À Saint-Brieuc, il y a du Airbnb. Voilà, je vais vous poser la question. C'est un truc de fou. Alors quand vous l'étudiez, c'est pas tant du Airbnb touristique, c'est du Airbnb professionnel, on va dire. Donc, ça veut dire que l'offre hôtelière n'est pas adaptée. Donc, on a travaillé avec des grands opérateurs qui sont en train d'implanter sur Saint-Brieuc de l'offre appart-hôtel, si vous voulez, qui correspond à ce besoin de pros qui viennent 1 semaine, 15 jours et qui repartent. Ça va libérer ces logements. Et puis il y a des quartiers en pleine mutation. On pense au quartier de la Gare qui a bien changé depuis quelques années. Là aussi, il y avait urgence à rénover les quartiers, alors que ce soit les quartiers en centre-ville ou plus périphériques. Ouais. Alors là, par contre, moi j'applaudis dès demain le travail et le courage politique des équipes précédentes, parce qu'il faut en avoir du courage pour couper une ville en deux et faire des travaux comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu raison. Le pôle gare, c'est la chance de Saint-Brieuc, ça nous a connectés à Rennes et à Paris. Maintenant, les entreprises viennent. Nous, on a joué notre partie avec le Totem, c'est-à-dire cet immeuble énorme qu'on est en train de transformer en un lieu d'innovation et d'entreprise. Il y a des boîtes innovantes qui sont en train de nous regarder et de nous dire qu'ils sont intéressés. J'ai un comité d'implantation d'entreprise aujourd'hui, justement. J'ai des investisseurs qui rachètent plusieurs de ces immeubles qui étaient délabrés pour faire du tertiaire et venir ici. Et on a délibéré au conseil municipal précédent une vaste étude d'équilibre du pôle d'échange, du pôle de la gare, parce qu'au milieu de la gare, il y a une ancienne clinique
gigantesque, en pente. Personne n'a voulu aller sur ce projet-là parce qu'il était trop difficile et trop coûteux. Nous, on s'y attelle et je pense qu'on a enfin une sortie économique pour cette ancienne clinique. Quand vous faites ça, dans 6 ans, l'ensemble du pôle gare aura changé. Alors, la ville en pleine mutation, il y a aussi les questions de sécurité. On vous a vu, il y a quelque temps, Hervé Guillard rencontrer Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pour parler de sécurité, pour parler de la police municipale, et vous avez lancé le mot co-construction. On peut co-construire la sécurité. Et j'ai même dit coproduction. Coproduction. Ouais. Oui, parce qu'en fait, la sécurité, c'est régalien, c'est le préfet, on va dire. Et il travaille de pair avec la justice. Et tout ça s'organise sur un territoire dont la responsabilité, c'est le maire. Donc, j'ai toujours été associé. Mais il y a une différence entre être associé et coproduire. Et c'est pas parce qu'on veut utiliser les forces de la police municipale spécifiquement. La production de sécurité, ce n'est pas que la police, mais c'est beaucoup la prévention, c'est beaucoup la présence dans les territoires, c'est l'information, c'est la surveillance, c'est comprendre ce qui s'y passe. Donc oui, le concept et je pense qu'il a été très bien reçu par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, c'est de dire mettons nos forces et coproduisons à même niveau ensemble. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre. C'est bien chacun dans sa particularité. Police, tranquillité sur le territoire, justice. Et à partir de ce moment-là, créons une boîte à outils réglementaire. Parce qu'en fait, la police municipale, elle n'a pas plus de pouvoir qu'un garde champêtre. C'est vrai. Et à un moment donné, c'est frustrant parce qu'on pourrait être plus efficace, aller plus vite et faire plus fort. Et pour ça, il faut adapter la boîte à outils réglementaire. Moi, j'en ai besoin, mais tous les autres maires n'en ont pas forcément besoin. Donc, il ne faut pas que ce soit une grande loi qui s'applique d'une manière uniforme sur le territoire. Il faut que ce soit une boîte à outils à disposition des coproducteurs de justice. Et nous, ensemble, on délibère pour savoir ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Là, on sera performant, je pense. Voilà, donc la sécurité, la co-construction, la coproduction de la sécurité. Il nous reste une petite minute, Hervé Guillard. On aurait pu vous entendre sur beaucoup de choses. Il y a aussi la résistance. On y pense, puisque vous avez inauguré il y a quelques jours le collège Beaufeuillage. Alors, c'est un nouveau site qui s'appelle le site Madeleine Marzin. J'avais envie de terminer cet entretien par cette résistance. Aujourd'hui, on entend beaucoup le mot résistance. Alors, je vais décaler le sujet, parce que Madeleine Marzin, c'était une résistante, mais c'était surtout une combattante de l'émancipation et de l'égalité homme-femme, une combattante des droits des femmes. Et moi, ça me va bien, parce que c'est un sujet dont on parle jamais. Heureusement, vous l'avez abordé, parce qu'il est souvent dégagé des sujets politiques. Nous faisons de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes une vraie politique publique. Dans le nommage, dans l'accès dans l'espace public, dans la lutte contre l'alcool et le harcèlement, nous faisons ça. Nous faisons aussi une politique publique au sein de nos écoles. Il faut résister à la place masculine qui s'est installée dans l'éducation. Et donc, dès l'enseignement maternel et primaire, pour nous travaillons sur le droit et l'égalité des femmes. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus ce matin, Hervé Guillard. Question subsidiaire, ce sera la dernière, c'est promis. 2026, ça ne vous aura pas échappé, il va y avoir des échéances, elles seront municipales. Vous allez vous représenter ? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu 2 ans avec le Covid. Donc cette échéance de 2026, ce serait bien que j'arrive à passer par-dessus pour pouvoir terminer le travail qui est fait. Donc j'aimerais bien faire en sorte de pouvoir continuer avec cette équipe-là, en tout cas. Maintenant, les pures décisions de vote électoral, on verra ça un peu plus tard. Mais moi, je suis dans la continuité de tout notre projet. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, également vice-président de l'agglomération, c'est important de le dire, en charge de l'économie. Vous étiez avec nous en direct ce matin, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.